On est le 24 décembre quand je tourne cette vidéo, minuit le 25 pour les premiers qui la verront, donc joyeux Noël. Pour ceux qui la verront plus tard, bonne fête, joyeuse Pâques, peu importe. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur deux voitures que j'aimerais mettre dans mon garage de rêve. Une, vous allez voir, qui est pas tout de suite atteignable, qui est très précise sur la configuration, sur le moteur, sur les options, sur tout ça. En même temps, vu le prix qu'elle coûte, j'estime que si un jour je mets cette somme là-dedans, je veux avoir la voiture que je veux. Et une autre voiture qui est un choix beaucoup plus large, entre même plusieurs marques avec des modèles similaires, et qui est beaucoup plus réalisable. Et si vous continuez à faire fonctionner mes vidéos comme ça devrait peut-être arriver assez vite. Autre chose mise à part, on est minuit à l'heure à laquelle je publie cette vidéo. Je n'ai aucune volonté ou aucune optimisation dans la démarche pour que cette vidéo stat me fasse percer ou me fasse devenir youtubeur à succès. Pas du tout. Elle est là parce que merci. En fait, vous êtes en train de faire exploser tous mes réseaux sociaux. C'est en train de marcher pour moi. Je peux pas attaquer 2025 de la meilleure des manières. Et je me dis que peut-être parmi vous, il y en a qui sont pas très fêtes de Noël. C'est mon cas, mais j'apprécie quand même le faire. Et peut-être aussi, il y en a qui passent un Noël un peu seul ou voilà, qui ont juste envie d'être tranquille. Et c'est ma manière à moi de vous remercier, de vous faire une petite vidéo le jour de Noël. Assez de blabla, passons à ce que je veux acheter. Et pour ça, il faut revenir dans la fin des années 60, début des années 70 en NASCAR. Charlie Glatzbach is on the pole in car number 99. Nous sommes dans la fin des années 60. Le groupe Chrysler en NASCAR ne gagne pas du tout. C'est Ford qui gagne tout. Et ils ont décidé de trouver des solutions. Donc à cette époque-là, on tourne en rond avec le plus gros moteur possible. On va le plus vite possible. Je vous le dis tout de suite, cette vidéo va être un raccourci dans plein de choses. Je vais pas rentrer dans le détail de tout, puisqu'il me manque beaucoup de connaissances. Et sinon, elle fera 1h20. Restons sobres. Donc, rouler très vite, en rond, gagner, aller le plus vite possible. Et Chrysler n'y arrive pas. Et c'est là qu'ils se disent, ah mais attendez, avoir un gros moteur et beaucoup de puissance, c'est bien. Le gros moteur, on l'a, le 426 hémisphérique, j'y reviens après, mais on n'avance pas. Pourquoi ne pas travailler sur l'aspect de l'air qui passe au-dessus de la voiture? Peut-être qu'on a des choses à y gagner là-dessus. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris une Dodge Charger, ils ont fait la Charger 500 en essayant de travailler sur la lunette arrière. Que oui, les Dodge Charger à l'arrière, la lunette c'est très beau, c'est pas aérodynamique du tout. Donc ils ont fait ça autrement, ils ont revu la calandre. C'était mieux, mais ça marchait toujours pas. Donc il y a un mec qui a trouvé dans le coin d'un placard de l'usine un étendoir. Ensuite il a mis un cône devant la voiture là, et ça a donné la Charger Daytona, qui a tout éclaté en 69. Alors bien sûr, l'histoire est raccourcie et complètement enjolivée de mon côté. Ils ont fait un gros travail en aéro pour essayer d'avoir des voitures ultra efficaces et ils se sont rendus compte que ça marchait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une autre marque dans le groupe qui s'appelle Plymouth. Moi, je préfère dire Plymouth. Ils ont pris la Roadrunner, ils ont fait la même chose. Ils ont rajouté 45 cm devant, une pelle à tarte derrière qui monte plus haut pour que le coffre puisse s'ouvrir. Ça, c'est à ce qui paraît une légende urbaine. Hein. L'aileron a vraiment été étudié pour être plus haut, pour choper l'air qui passe au-dessus du toit et qui du coup n'est pas perturbé. Et ça a donné l'air des Wincars qui a duré de 69, 70... et c'est tout. En fait, les voitures gagnaient trop. Le 426 MI qui lui a été intégré à la compétition dans le milieu des années 60 et qui d'ailleurs au début a eu beaucoup de soucis parce que c'était un moteur qui était uniquement fait pour la course et les autres constructeurs ont dit d'une c'est trop puissant, de deux c'est pas dans les voitures qui vendent tous les jours. Bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait qu'ils ont mis dans les voitures qui vendaient tous les jours. C'est d'ailleurs un moteur incroyable et c'est celui que j'aimerais avoir dans ma Superbird. La Superbird, parlons-en, c'est la version de la Roadrunner avec le cône et la pelle à tarte que Plymouth a produit en 70. Et ça vous parle peut-être si vous avez vu le film Cars, c'est l'inspiration directe de The King dans Cars qui fait aussi un hommage à Richard Petty qui avait la Superbird bleue avec le numéro 43 sur le côté et qui a absolument tout soulevé en 70. C'est d'ailleurs une des vestes, j'en ai deux comme ça, j'aime bien, de son écurie, et celle-ci date de 1980 je crois, que j'ai acheté sur eBay parce que je suis fan. Vu que je peux pas m'acheter la Superbird, bah en attendant je vais acheter d'autres trucs qui vont à côté. Et pour ce faire, je l'ai en fait déjà. Mais en petit. Mais je l'ai déjà. J'en ai d'autres partout, j'en ai une là aussi. Là, j'ai jamais déballé mon investissement. Ça se trouve, la petite me permettra de payer la grosse un jour. Malin le type. Bref, revenons-en à nos moutons. Pourquoi est-ce que j'aimerais avoir une Superbird? Alors déjà, parce que j'adore la dégaine de cette bagnole. Il faut savoir qu'avant d'être passionné automobile, je jouais déjà avec des petites voitures et bah je l'ai plus, je l'ai perdu, je l'ai jamais retrouvé, mais il se trouve qu'une de mes toutes premières petites voitures Hot Wheels était une Superbird jaune. Je vous ferai un insert maintenant si j'arrive à la retrouver sur internet. Je suis tombé complètement amoureux de cette caisse, s'en est suivi beaucoup de choses et j'ai décidé que je voulais une Superbird. Mais je la veux pas n'importe comment, je la veux bleue, intérieur blanc, boîte mécanique avec le 426 MI. Autant vous dire la plus chère possible. Résumé comme ça, c'est peut-être plus pertinent parce qu'on parle de voitures qui aujourd'hui valent dans la configuration que je viens de vous dire entre 500 et 600 000 € selon leur état. Et je ne parle même pas des Dodge Daytona qui ont été produits à moins d'exemplaires et qui sont encore plus chers.
Même si au niveau des voitures qui ont été produites avec cette configuration précise, on est à peu près sur le même nombre des deux côtés, que ça soit Daytona et Superbird. Parce que revenons à l'histoire de cette voiture. On revient donc en 1970, la voiture roule bien, la Daytona ça marche bien, donc ils choisissent de mettre la Superbird, mais il se trouve qu'à cette époque-là, pour aller en NASCAR, je ne sais pas si c'est toujours le cas, vous me le direz, ça faisait un peu comme en rallye, etc., il fallait avoir des voitures de série. Dodge, en 1969, a eu besoin de faire 500 Daytona, c'est pour ça qu'il y en a moins, et si je ne dis pas de bêtises, en 70, au niveau de la Superbird, il fallait faire maintenant une voiture pour 2 concessions. Ce qui fait que le total, ça amène à peu près à 1920 des chiffres qui sortent sur Internet. Aujourd'hui, autant vous dire qu'il ne doit pas en rester énormément, sachant que parmi ces 1920, il y en a eu très peu avec la boîte mécanique et le 426, parce que sur cette voiture était proposé également le 383 et le 440, le même moteur en plus comprimé que j'ai dans la Chrysler, qui lui était proposé soit avec un carbu 4 corps, soit avec un six-pack, ce qu'on appelle 3 carbus 2 corps. J'avais tendance à dire, parce qu'ils font référence aussi aux abdos, quand ils disent six-pack, mais ça vient en fait des packs de bière. On a ces options-là. L'option avec le 426, la boîte mécanique, était forcément la plus chère, la moins vendue. Ce qu'il faut savoir qu'à l'époque, personne ne voulait de ces caisses, parce que ça serait comme acheter aujourd'hui une 206 avec un aileron énorme et des pare-chocs un peu bizarres, genre un mix entre une 206 GT et un truc moche. C'était exactement le raisonnement des gens à l'époque. Mais vu que moi je suis un gros Yankee comme tout le monde, bah je kiffe cette caisse et aujourd'hui j'en veux une. Donc vous vous doutez bien que c'est pas demain la veille qu'elle va arriver. Mon projet de financement, il est tout fait dans ma tête. Faut que je vende la maison à l'insu de mes parents et je pourrais éventuellement me l'acheter. Un petit peu en projet, mais faut pas leur dire. Au niveau de la config, pourquoi est-ce que je veux du blanc et du bleu? Le bleu, vous avez peut-être capté que c'est ma couleur préférée. Les intérieurs blancs, quasiment aussi, peut-être parce que j'ai déjà une voiture dans cette configuration et que tout le reste est bleu. Sur toutes mes voitures, il y a du bleu. Qu'il soit clair ou non, c'est du bleu. Donc bref, j'en veux une bleue intérieur blanc avec une boîte mécanique et le 426. Mais vu que je suis pas comme tout le monde et que je suis pas très puriste non plus, vous aurez sûrement remarqué qu'entre les versions de course et les versions de route, il y a énormément de différences. La taille des passages de roue, la hauteur de caisse, enfin bref, c'est pas les mêmes caisses. Tout ce qui est appendice aéro, etc. sur les versions de route, hormis le gros aileron et le cône à l'avant, disons que ça a très peu d'utilité et que c'est souvent factice. Moi, l'idée, alors bien sûr, le scénario parfait serait d'en trouver une dans une grange qui est un peu pourrie, qu'on peut refaire ensemble, comme ça fait des vidéos et tout, ça marche bien. Putain, je vous parle de trucs. Si vous voulez voir ces trucs-là, il va falloir continuer à me suivre en 2052 parce qu'avant que j'ai la voiture. Bref, peu importe. L'idée serait d'en trouver une comme ça, mais je suis complètement fan des mecs qui les coursifient un peu, qui les rabaissent légèrement, qui rentrent un peu les roues dans les ailes, quitte à faire des modifications que les gens vont t'allumer la tête parce qu'il faut absolument pas toucher des voitures qui sont comme ça, il faut absolument les laisser d'origine. Bah, mon bord d'essai, c'est ma Barracuda, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce qu'elle est bleue et blanche et qu'elle évoque un peu ce thème-là. C'est le pire investissement de ma vie, mais c'est pas grave. Donc dans mes projets futurs, quand je vais essayer de coursifier la Barracuda, c'est clairement des choses et une école qui va me servir à ce que je ferai éventuellement un jour sur la Superbird. Maintenant, vous savez pourquoi je veux une Superbird, parce que je suis un gamin capricieux qui a envie d'avoir cette voiture-là et pas une autre. Et on va pouvoir passer au deuxième véhicule de cette vidéo qui, lui, vous allez voir, est beaucoup plus large, beaucoup plus générique. Et comme j'ai dit au début de cette vidéo, si les affaires continuent à marcher pour moi comme ça, actuellement je gagne 300 € par mois. Ouais, dans 10 ans je l'ai quoi, c'est plus réalisable. Blague à part, on va parler de pick-up puisque une de mes voitures de rêve n'est autre qu'un pick-up des années 80 en dually et en crew cab. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire train jumelé à l'arrière et crew cab, donc 4 portes, un truc énorme qui prouve que j'ai des choses à compenser. Alors pourquoi je vous dis qu'au niveau de ce véhicule c'est beaucoup plus large? Tout simplement parce que Ford en a fait, Mopar en a fait par l'intermédiaire de Chrysler, General Motors en a fait par l'intermédiaire de GMC, je dis peut-être... non, en a fait par l'intermédiaire de GMC et Chevrolet et peut-être même d'autres que j'oublie. Et c'est des formes qui sont assez similaires chez toutes ces marques. On peut retrouver cet ensemble de trains jumelés et double cabine sur absolument toutes ces marques. Je pense que je m'orienterais plutôt vers du Chrysler, enfin du Mopar, qui sont les plus chers par l'intermédiaire de leur Dodge Ram de cette époque-là, parce que c'est les moins communs. Et aujourd'hui, c'est des véhicules qui prennent énormément en valeur. Il y en a quelques-uns en France, j'aimerais d'ailleurs beaucoup en essayer un. On retrouve des motorisations complètement différentes, que ça soit boîte auto, boîte manuelle, des small blocks, des big blocks. Moi, dans l'idéal, ça serait big block, boîte manuelle, lui mettre un gros attelage au cul et pouvoir tirer mes caisses et ou un pont transportable. Je sais pas si vous saviez que ça existait, ça voilà, les Américains, ils ont inventé, peut-être même pas eux d'ailleurs, un pont sur une remorque qu'on pose partout. Et l'idée, ça serait de m'en faire un atelier roulant, quelque chose de super clean à l'intérieur pour pouvoir faire de la distance et que derrière, je trimballe tout mon barda et que j'ai absolument tout ce que je veux quand je veux pour travailler sur n'importe quelle caisse. Maintenant que ça c'est dit, au niveau de la configuration, vu que c'est des véhicules qui sont plus abordables, je suis un peu plus libre finalement. Je me dis, bon écoutez, je peux en avoir un bleu intérieur blanc, why not? Mais il y a un peu de tout qui est sympathique. Mais au niveau de la difficulté qui se crée et de mes envies et de mes ambitions, c'est que c'est des véhicules qui sont très lourds de base. C'est-à-dire que ceux qui sont en France et détarés en véhicules légers, ça fait un peu comme le Hammer
machin, c'est-à-dire qu'à peine vous êtes monté dedans, vous êtes déjà au 3,5 tonnes, limite quand vous avez un permis B. Donc l'idée pour moi serait d'en faire venir un des IGS, de le passer en poids lourd, de moi passer le permis poids lourd pour pouvoir le conduire aux limites de ce que ça propose, sachant que bah, vous pouvez charger mais genre 5 éléphants là-dedans sans problème, et de pas être limité, et de pas me dire putain, s'ils me font passer sur une balance, je suis mort parce que j'ai mis 3 clés à molette dans le coffre et que je suis dedans en train de conduire. J'espère que vous avez capté le truc. Il y a sûrement des problèmes qui sont liés à l'homologation, c'est peut-être une mission qui est extrêmement compliquée, peut-être que le jour où j'en aurai un, vous me verrez dire bon bah écoutez, il est en véhicule léger, c'est comme ça, et ça sera pas autrement, mais la mission m'intéresse parce que justement ça peut être intéressant de voir ce qu'ils vont faire pour homologuer un véhicule en poids lourd. Je n'ai absolument aucune idée, ça se trouve c'est impossible. Est-ce que c'est possible? Très bonne réponse à la question que je viens de poser. Et comment ça se passe pour passer le permis? Et qu'est-ce que je peux en faire derrière? Est-ce que ça m'est vraiment utile de consommer 40 litres au 100 pour tracter tout mon garage derrière moi? C'est un de mes projets qui me fait le plus envie, c'est un des projets qui devrait arriver incessamment sous peu. Incessamment sous peu, vous m'avez compris, ça dépend de comment ça tourne. Et vu que je suis youtubeur, c'est clairement un projet que je vais mettre par-dessus tous les autres que je n'aurai jamais fini, et ça sera un projet que j'entamerai et que je ne finirai pas non plus. Voilà messieurs dames, je crois qu'on a fait le tour. C'est une petite vidéo sans aucune prétention, je n'ai pas réfléchi, j'ai allumé la caméra, j'ai fait quand même quelques recherches avant pour vous dire le moins de bêtises possible. Ça me faisait juste plaisir de faire une vidéo aujourd'hui parce que j'avais envie d'être un petit peu productif. Ça me permet pour moi de me faire une vidéo où je me casse pas la tête, je mets pas les mains dans le cambouis, et puis surtout et avant tout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout pour moi une vidéo pour vous remercier. J'espère que vous passez de joyeuses fêtes, je suis super content de ce qui se passe dans ma vie, et merci, c'est grâce à vous. C'était Elliot, je vous demande rien, vous m'avez déjà fait suffisamment de cadeaux, merci.